toutes et à tous et merci de m'avoir permis de parler devant vous. Je voudrais commencer peut-être cette présentation, puisque la mémoire de cher Raymond Léris a été évoquée hier, de présenter une chanson qui date de 1963 et qu'on doit à son gendre, Enrico Macias, et une chanson qui me semble tout à fait rattachée au thème de notre matinée, à la question des ancrages. Alors je vous l'ai mise en version karaoké parce que, enfin c'est des archives féminins, mais je vous ai mis le texte parce que les paroles, je ne suis pas sûr qu'elles soient totalement audibles. Mais quand on fut près de l'île du monde, on racontait qu'on était arrivé, on racontait qu'on était arrivé. L'île du Rhône, chambrée moustache, l'île sauvage, tout ça l'on oubliait. On a percé sa gueule du défendre pour y planter l'enfance et l'enfant, pour y planter l'enfance et l'enfant. Le septéron s'arracher les poussins, qu'on a fait reculer la forêt. Dans notre terre, nous ouvrait des montagnes. Le septéron dit planter l'enfant, dit planter l'enfant. Alors on va peut-être arrêter là. Simplement quelques éléments qui nous rattachent à notre discussion d'hier et d'aujourd'hui. D'abord la question des tentes et des pommiers qui sont les deux versants de l'implantation, implantation éphémère d'un côté, implantation enracinée ou enracinement de l'autre. D'autre part, quelque chose qui est très intéressant sur les conditions du départ. On s'en allait chasser par le cyclone, ça renvoie tout à fait à une description que fait Albert Memmi dans la statue de sel de la ville de Tunis, où il traverse la ville de Tunis et il traverse le quartier musulman, de mémoire je cite, il le traverse comme à gué, comme s'il craignait qu'il y ait une crue. Et donc avec cette peur en traversant le quartier musulman qui est quelque chose de l'ordre de l'émotion populaire ou du pogrom. Et donc on a dans cette chanson alors à la fois donc le thème de l'enracinement et le thème de l'enracinement éphémère, le thème de l'enracinement dont on n'est pas totalement certain parce qu'on s'enracine sur les bords du Rhône, que le Rhône est un fleuve dangereux, que tous les 100 ans il y a cette fameuse crue et qu'on est toujours susceptible d'en être chassé ou d'en être enlevé par une crue. Mais si le Rhône nous donne encore 20 ans, chaque matin, chaque heure est un miracle, le Sirocco n'en laissait pas d'autant, et là on renvoie à une autre histoire. Alors, si j'ai voulu parler de cette chanson de 1963, qui se situe un petit peu en aval du Rhône dont on va parler aujourd'hui, puisque je vais situer mon propos à Lyon, c'est parce que Enrico Macias inscrit cette migration soudaine, cet exode entre guillemets des Juifs d'Algérie, il l'inscrit dans une historicité bien plus large et dans une historicité qui est une historicité circulaire. Donc où l'histoire se répète indéfiniment. Alors, le propos dont je voudrais parler, et là on a une transition toute faite entre nos deux communications, c'est que, donc je vais parler de la construction communautaire du judaïsme dans l'agglomération lyonnaise au XXe siècle, et que donc en suivant la démarche qui a été initié par Yolande et Yann Siodreux-Urcher, de travailler sur les ketubot, donc de travailler sur les actes de mariage dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, peut-être quelques éléments de contexte. Le judaïsme lyonnais est un judaïsme, la communauté juive de Lyon est une communauté récente, elle est on peut dire pratiquement qu'elle est née de l'émancipation, parce qu'après l'exil de 1420, il faut attendre 1760
pour voir une communauté juive arriver à Lyon. Ce sont à l'époque essentiellement des séfarades, et le décret révolutionnaire du 28 septembre 1791 permet aux Ashkénazes d'Alsace de les rejoindre, et là, c'est véritablement le point de départ de cette communauté. Ils font venir un rabbin alsacien en 1799, et au recensement de 1840-1841, on dénombre 760 juifs à Lyon. C'est une communauté qui est mal organisée, et il faut voir que jusqu'en 1858, c'est une communauté qui est gérée par le consistoire de Marseille. C'est-à-dire que c'est seulement en 1858 qu'est créé un consistoire lyonnais, et qui est construite sous le Second Empire, donc la première synagogue, la grande synagogue de Lyon, celle que vous trouvez aujourd'hui, qui est encore aujourd'hui la synagogue consistoriale, qui est sur le quai Tilsit, sur la Saône, en face du quartier Saint-Georges, et à côté du quartier d'Aînay, donc deux quartiers de vieille aristocratie lyonnaise. Donc ça, c'est le premier moment de l'institutionnalisation. Et ce qu'il faut... autre caractéristique, donc un judaïsme récent, c'est aussi un judaïsme qui est divers. Catherine Deschlette, qui prépare une thèse sous la direction de Wassila Saridia à Lyon sur le judaïsme lyonnais, parle d'une identité mouvante, et puis elle rajoute en note, en raison, entre autres, de divers mouvements migratoires. Alors c'est cette identité mouvante qu'on va essayer d'approcher de façon spatiale. Alors la cartographie est actuelle, mais il faut bien sûr imaginer que la voirie n'est pas tout à fait, n'est même pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. Second moment, la synagogue Neve Shalom, qui est fondée en 1909, qui devient en 1970 le consistoire séfarade de Lyon. Et le nom de synagogue Neve Shalom n'est pas un nom anodin, puisqu'il s'agit de la grande synagogue d'Istanbul, du quartier de Pera. Et donc on voit bien le lien et la filiation entre ces deux établissements. Troisième établissement, troisième communauté, la communauté de Saint-Fond. Là on est dans le... créé en 1927, donc dans l'entre-deux-guerres. On est dans les débuts de ce couloir de la chimie lyonnais. C'est une communauté essentiellement composée de Maghrébins et surtout de Marocains. On reviendra sur cette question. On reviendra sur cette question de la communauté de Saint-Fond. Quatrième communauté consistoriale, et là alors, vous voyez qu'ici, on est aussi de l'autre côté du pont de la Guillotière. On est dans ce qu'on appelait aussi le quartier de la place du Pont, et dans cette route qui part vers Grenoble et les Alpes. Là, on est à Villeurbanne, dans un quartier récent, la synagogue de la Fraternité qui ouvre en 1945 se situe dans le quartier des gratte-ciels qui a été construit dans les années 30. Donc à Villeurbanne. Et voilà. Donc synagogue de la Fraternité en 1945, synagogue de la Duchère, alors là liée à un grand ensemble construit à la fin des années 50, dans les années 60, et notamment pour l'accueil des rapatriés, le quartier de la Duchère. Donc, communauté de la Duchère, et c'est dans les années 70, je n'ai pas la datation précise, mais c'est dans les années 70 que naissent une série de communautés dans des villes périphériques. Et donc cette impression qui se dégage donc de la présentation des communautés consistoriales de Lyon, c'est que la mise en place de ces communautés accompagne la croissance urbaine lyonnaise et surtout
dans l'Est lyonnais, l'Est plutôt industriel de la ville, Est et Sud de la ville. Alors, à leur côté, il faut ajouter des communautés qui ne sont pas consistoriales et qui arrivent après la grande phase de migration des années 70, mais avec une topographie qui n'est plus tout à fait la même. Donc là, voilà, là j'ai laissé en brisé les communautés consistoriales. On voit arriver donc en 1986 une communauté Lubavitch qui se situe à la limite de Villeurbanne et de Vaux-en-Velin. Et cette communauté Lubavitch se dote elle-même de 3 centres, écoles ou oratoires, qui se trouvent plutôt dans le centre-ville de Lyon et dans l'ouest, plutôt chic, dans l'ouest lyonnais. Deux autres obédiences se dégagent aussi, arrivées en 1990 d'une communauté juive libérale, donc sur la rive droite du Rhône, près de la place de l'Opéra, et scission quelques années plus tard, en 1990, avec l'Union juive libérale de Lyon, qui s'installe à quelques rues du temple Lubavitch. Donc, vous voyez un paysage juif extrêmement éclaté en diverses communautés qui suivent à la fois la croissance urbaine, mais qui en même temps témoignent de formes de sissiparité dans les obédiences du judaïsme lyonnais. Alors, j'en viens à la présentation de ma source. Je n'ai pour l'instant relevé que des ketubot de la synagogue du Quai Tilsit, avec une incertitude sur le fait qu'elle centralise ou non tous les actes de mariage qui ont été dressés dans les différentes synagogues consistoriales de la ville. Mais, alors, cette source se présente, voilà, enfin, je vous en ai donné quelques exemples. Alors, je les ai pris pratiquement au hasard dans mon corpus. Celui-ci, c'est le premier, et j'ai été content d'y retrouver à la fois Tanger et Mogador. Donc, 1923, premier acte de mariage du corpus des registres que j'ai pu consulter. Hein. Vous voyez que la forme reste assez semblable. Donc les registres, là on est en 1924. On a un couple dont le mari vient de Smyrne et l'épouse vient de Turquie, Oydin. Donc là, un couple d'Ottomans, ou d'ex-Ottomans. On se retrouve là en 1945, donc 1944, en fait, les premiers mariages qui sont célébrés après la guerre. Et là, on se retrouve avec un couple donc, dont l'un est né à Smyrne et l'autre à Metz. Et puis, dans les années 50, vous voyez que la forme reste très stable. Les années 50, cette fois-ci, on est dans naissance dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. Donc, on a un couple qui vient d'Alsace et ils sont assez fréquents à ce moment-là. Et puis, il faut attendre les années 60-70 pour voir changer la forme et voir apparaître la photo des fiancés. Donc, où là, on a aussi un couple, donc un couple dont l'un est né à Lyon et l'autre à Oran. Donc, là encore, un type de couple extrêmement fréquent à cette époque-là. Alors, si j'ai un peu insisté sur la physionomie des sources, c'est que avant de les transformer en statistiques, je crois qu'il faut réaliser que chaque ketouba est une fondation de communauté, ne serait-ce qu'une communauté de vie, d'époux et de fondation d'une famille.
D'accord, alors, j'en viens à mon second point, qui est cette question de la noria communautaire et des surprises que j'ai eues dans le dépouillement, dans un premier dépouillement de cette source. D'abord, j'ai essayé de quantifier ce corpus, et donc vous en voyez la périodicité, en tout 1293 mariages entre 1923 et 1977, mais je n'ai qu'une partie de 1977. Une diminution dans les années 30, alors qu'on a un nombre assez important de mariages dans les années 20. Un rattrapage après la Seconde Guerre mondiale, mais quelque chose d'assez atone dans les années 50. Et puis une première rupture en 57, suivie d'une seconde rupture en 63 et d'une troisième après la guerre des 6 jours. Donc on voit bien, cette courbe ne fait que scander l'histoire de communautés venues d'ailleurs. La place des Maghrébins dans cet ensemble, elle est notée en rouge, 674 dossiers, et vous voyez qu'elle devient pratiquement hégémonique dans la dernière période. Alors si on regarde maintenant, si on essaye de synthétiser le nombre de mariages selon les lieux de naissance des conjoints, alors grossièrement c'est de 5 ans en 5 ans. On voit, donc on remarque ce moment ottoman des années 20 et des années 30. On constate encore cette diminution liée à la crise des années 30 et au renvoi sans doute à l'étranger de personnes, de travailleurs qui n'étaient pas de nationalité française. La barrière de la nationalité est forte. Ce qui frappe beaucoup dans ce schéma, c'est à quel point on a affaire tout au long du XXe siècle à une communauté en plein renouvellement. Et en plein renouvellement par la migration. Si vous regardez ces mariages verts, qui renvoient au mariage franco-français, où les deux conjoints sont français. Je n'ai même pas mis les Lyonnais. J'ai parlé de Français nés sur le territoire français. Ils sont une très petite minorité. Ils ne prennent une importance que dans les années 50, et ils redeviennent assez minoritaires dans les années 60-70. Donc, moment ottoman. Second moment, c'est celui qu'on voit ici. Donc, c'est deuxième chose qui frappe, c'est la question de la permanence d'une immigration maghrébine relativement importante, puisqu'on n'est jamais en dessous de 20%. Enfin, on est toujours à au moins 20%. Alors, c'est cette communauté de Saint-Fond. Je ne vais pas du tout vous parler de l'article de El Kbir Atouf qui est présent en ligne, donc auquel vous pouvez vous référer et qui est tout à fait passionnant. Lui, ce qu'il regarde, donc c'est un sociologue, je pense, marocain, qui a travaillé sur archives et de façon extrêmement précise sur cette communauté, dont il signale le caractère singulier, c'est-à-dire c'est une communauté qui arrive après la Première Guerre mondiale. C'est un poilu démobilisé qui travaillait à la poudrière de Lyon et qui reste après la Première Guerre mondiale et à qui on demande de faire venir des travailleurs coloniaux et des travailleurs coloniaux pour travailler dans ce couloir de la chimie naissant de Lyon, donc pour travailler à l'eau de Javel et à l'ammoniac sans gants et sans masque, c'est-à-dire dans des conditions de travail et d'hygiène assez épouvantables. Alors, l'image qu'il en donne, je ne vous résumerai pas son article, mais l'image qu'il en donne, juif marocain de Saint-Fond, je ne suis pas certain qu'elle soit totalement corroborée
par ces registres de naissance. Parce que, en fait, de Marocains, alors beaucoup sont nés sur le territoire du royaume du Maroc, mais en fait, ça va jusqu'à Constantine et même Tunis. C'est-à-dire l'ère de recrutement des travailleurs dits marocains de Saint-Fond va jusqu'à Tunis. Et on a même un mariage assez singulier où Saint-Fond devient l'endroit où se marie une jeune femme de Blida et un jeune homme de Lotz. Mariage relativement improbable dans les années 20. Alors, moment, donc je vous ai dit moment ottoman, moment ashkénaze qui va se matérialiser dans la synagogue de Villeurbanne en termes communautaires et surtout donc après-guerre. Vous voyez l'importance des gens nés en Europe centrale et orientale. Et puis, moment français, alors sur lequel il faut se poser des questions et peut-être que les Kittovotes vont permettre d'y répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à une sorte de retour à la pratique du judaïsme après la Shoah, après le traumatisme de la Shoah, ou est-ce qu'on a affaire à des mouvements migratoires internes franco-français qui ont Lyon pour cible? Et ça, je pense qu'il y a les deux. Et notamment le travail de Catherine Deschlette sur les bulletins consistoriaux signale que c'est à ce moment-là qu'il y a une rejudaïsation du vocabulaire et qu'on fait attention à ne plus employer des termes comme baptême, comme communion, pour désigner des actes rituels du judaïsme. Alors, troisième, cinquième et sixième moment, c'est ce moment qui est un peu trompeur dans sa présentation. Là, vous avez l'impression que je vous présente un Pac-Man qui est en train de dévorer ou de phagocyter l'ensemble de la communauté. C'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a en réalité beaucoup de mariages mixtes entre un séfarade ou un ashkénaze et des gens venus du Maghreb. C'est-à-dire que très peu de conversions par rapport à ce qu'ont trouvé Yolande et Jan Sjödösurcher. J'ai beaucoup moins de conversions que ce qu'ils ont trouvé eux-mêmes, mais je n'ai pas dépouillé les libéraux. Je vais conclure. La mixité de la Oui, communauté. mixité de... Si vous voulez, on n'est pas dans une arrivée massive, mais il y a plusieurs configurations possibles. Des configurations qui sont... Alors ça, voilà, la nécessité, là j'emprunte à Yolande et Yann les travaux qu'ils ont faits sur la Spanish portugaise de Montréal, sur la synagogue des Tournelles à Paris, ou sur la synagogue libérale de Copernic. Ça c'est... on a des points. En fait, mon souhait c'est quand même d'arriver à recomposer des paires et définir des profils de mariage. Je suis tombé sur une série de mariages qui ont eu lieu tous le 29 août 1965. Et si on regarde bien, tous ces mariages-là, les gens ont un lien avec Colomb Béchard. C'est-à-dire qu'après l'exode de 62, on retrouve, en organisant plusieurs mariages simultanés, on est dans une configuration très communautaire où on retrouve des gens d'un même lieu qui se réunissent à l'occasion d'un mariage commun. On trouve aussi des mariages qui sont arrangés au bled et qui sont effectifs en France, mais on trouve aussi beaucoup de mariages mixtes. Donc c'est plus des paires de mariages qu'il faut essayer d'analyser que des mariages, des lieux d'origine des gens en eux-mêmes. Dernier point sur lequel on peut espérer des résultats significatifs et intéressants, cette topographie du judaïsme lyonnais, c'est aussi une topographie de la migration, des migrations postcoloniales et des migrations musulmanes dans l'espace lyonnais. Et du coup, il y a cet enjeu
de ce que Jean-Claude Chamboredon appelait proximité spatiale et distance sociale. On est dans de la cohabitation, mais pas forcément dans des trajectoires communes, et on a sur Lyon des gens qui travaillent sur l'immigration maghrébine post-1945 et avec qui on a très envie de croiser nos résultats. Conclusion, alors, utiliser une source statistique, utiliser l'état civil, ça renvoie un petit peu à l'ambition de Balzac, qui était que le romancier puisse faire concurrence à l'état civil. Là, de façon plus modeste, je crois que l'historien et les sciences sociales du XXIe siècle peuvent mobiliser des outils et des modèles mathématiques qui peuvent permettre, qui peuvent s'efforcer de bâtir un registre explicatif collectif en intégrant la diversité des situations particulières. Merci et désolé d'avoir